Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une introduction à l'accessibilité. Il n'y aura pas beaucoup nécessairement de choses techniques, ça va plus être justement des concepts, là, comme c'est écrit ici. Je vais partir le tout. On va parler des définitions, l'importance, différentes normes qui existent, l'impact sur le design web, l'interface web, un petit rappel des choses qui sont importantes de votre cours de la session dernière et des outils. La définition de l'accessibilité du web veut dire que les personnes ayant des handicaps peuvent utiliser le web. On va voir ici que un handicap, ça peut être vraiment large. Peut-être que même il y a des gens dans le cours qui ne pensent pas qu'ils ont vraiment un handicap apparent, mais qui peuvent se trouver dans cette situation. La pratique inclusive qui permet de faire disparaître les barrières qui préviennent l'interaction avec ou l'accès à des sites web par des personnes ayant des handicaps, ça vient de Wikipédia. On voit qu'en ce moment, si votre site n'est pas accessible, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas l'utiliser convenablement. Il faut garder ça en tête. Celui on entend le plus parler, c'est visuel, un handicap visuel. Avec là, on pourrait dire une personne non-voyante. Mais juste au niveau des handicaps visuels, il y en a vraiment beaucoup de différents. On va pouvoir les voir aussi. Il y a des handicaps auditifs, cognitifs, physiques et verbales. Je vais aller voir ici le lien sur les exemples qui vient du W3C avec des capacités et des points de vue bloquants variés. D'ailleurs, s'il y a des devoirs, c'est d'aller lire un petit peu sur certaines personnes, certains profils là, qui ont inventé. Vous avez les liens dans le fond dans le milieu. Si je prends visuel, les handicaps visuels vont d'une perte de vision légère ou modérée à 1 ou 2 yeux, à une perte de la vision substantielle impossible à corriger aux 2 yeux. La cécité, en fonction, on dit souvent les personnes aveugles. Ici, dans la documentation, vous avez plus sur les handicaps visuels. Vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qu'on devrait faire pour les aider. Des exemples d'handicap, le daltonisme, on parle, moi, il est daltonien, il y a de la misère avec les couleurs. Malvoyance, on peut voir juste peut-être, si j'ai des cataractes, je vais peut-être voir moins bien, dépendant de l'avancement de ça. Cécité, je ne vois pas du tout. Avec les gens vraiment qui ne voient pas du tout, mais c'est eux que c'est plus problématique. Les autres, il faut quand même y penser, il faut faire des choses en fonction de leur handicap. Exemple de point bloquant, ici, il y a des images contrôle et autres éléments structurels qui ne comportent pas d'équivalent textuel. Vous n'avez déjà fait, par exemple, on fait une image qui n'est pas décorative. Si c'est une image qui est seulement décorative, mais on met un texte alternatif vide, guillemets, guillemets. Si ce n'est pas une image qui est décorative, mais il faut mettre un équivalent textuel dans l'attribut alternate, ALT. Il y a vraiment beaucoup de choses. L'accessibilité, c'est un grand domaine et des experts là-dedans. Nous, dans le fond, on fait ça pendant une semaine. Puis on ne va pas nécessairement en grande profondeur, mais vous voyez que ça peut aller très long, très, très profond. Là, c'est juste les visuels ici qu'on a regardé. Pour la parole, c'est différent. Puis, l'exemple de point bloquant, vous avez des choses qui sont liées par rapport à la parole. Je reviens ici. Juste garder ça en tête. Visuel, c'est les yeux. Auditif, c'est l'ouïe. OK, mais qu'est-ce qui peut causer un problème dans un site web? Mais si vous avez, par exemple, une vidéo, c'est l'exemple le plus commun, mais ce serait intéressant qu'il y ait une transcription de ce qui est dit. Maintenant, certaines plateformes comme YouTube, ils font automatiquement, ça génère automatiquement, mais c'est important pour les personnes qui ne peuvent pas entendre. Là, vous dites, ouais, mais c'est pas beaucoup de gens, les personnes qui ne peuvent pas entendre. Ouais, mais je suis sûr que dans votre vie, vous avez déjà mis des sous-titres à quelque part, soit sur la télévision ou soit sur un site à quelque part. Puis le motif est, mais c'est pas parce que vous êtes sourd, c'est parce que peut-être qu'il y avait du bruit autour de vous, peut-être que vous ne vouliez pas déranger les gens autour de vous. Il peut y avoir d'autres contextes. C'est pas toujours une situation vraiment d'handicap, des fois ça peut être une situation particulière.
Cognitif, c'est tout ce qui est lié au cerveau, à la réflexion. On pourrait dire, mais les gens qui ont des déficiences intellectuelles, il faut qu'ils comprennent un petit peu le site. Et ça, c'est des choses, c'est un qui est difficile à traiter, parce qu'à un certain moment, il y a un message à passer sur votre site. Vous voulez vendre quelque chose, par exemple, un site de banque, il y a vous avez un contrat à signer, il y a une limite à quel point on peut simplifier un contrat pour que ça soit, qu'il soit valide, qu'il soit valable. Mais le plus possible, on va essayer de garder en tête qu'il y a des gens, par exemple, qui comprendront pas la phrase que vous voulez dire. Peut-être les figures de style. OK, mais si vous faites une figure de style, puis ça se peut qu'elle ne soit pas comprise par les gens qui ont peut-être des problèmes cognitifs. Encore là, ça peut être encore vous. Ça peut être vous, vous êtes fatigué le soir, vous naviguez sur un site, il peut avoir un impact à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes cognitifs en général, mais la fatigue, ça peut avoir un impact. Handicap physique, pourquoi un handicap physique a un rapport avec un site web? Ben, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs types d'handicap physique qui pourraient faire en sorte que je ne pourrais pas utiliser, par exemple, une de mes mains. Si je ne peux pas utiliser ma main droite pour ma souris, ou peut-être mes deux mains, dans ce cas-là, il faudrait que j'utilise d'autres outils pour naviguer sur le site. Ça peut être problématique. Il y a des gens qui ont aussi peut-être de la fibromyalgie ou des choses comme ça, qui ont des douleurs partout, puis qui n'ont pas nécessairement le goût de bouger tout le temps du clavier à la souris, clavier à la souris, qui vont limiter leur mouvement. Encore là, il faut essayer de faire notre site en fonction de faciliter, soit l'utilisation du site directement sur le clavier tout le temps, ou directement sur la souris. Verbal, mais ça touche moins les sites web un petit peu ici, à moins que vous ayez vraiment, vous avez besoin que la personne enregistre les messages. Ça touche moins. On peut peut-être aller voir les exemples quand même. Je vais aller voir ici. Parole bloquant. Les sites web qui n'offrent qu'un numéro de téléphone comme seul moyen de contact à l'organisation. Ça, c'est assez facile. Vous dites, mais si vous offrez juste un numéro de téléphone, puis la personne est muette, elle a de la misère ou elle a un problème avec sa parole, avec la parole, ben là, vous venez de la bloquer. Elle va avoir de la difficulté à communiquer avec vous. Et juste en rajoutant un courriel, ben, vous venez de permettre à ces gens-là de communiquer avec vous. L'importance, dans le fond, de l'accessibilité, pourquoi on en parle? Je veux dire, oh, mais c'est minime, ça ici. Il y a deux raisons, il y a quelques raisons. Avoir des clients supplémentaires. L'estimation ici, environ 20% de la population a un certain handicap. Puis vous voyez le petit astérix en bas. Ceci ne comprend pas les handicaps situationnels, lumière faible, petit écran, trop de soleil, connexion lente, des choses que vous avez déjà vécues ici. Je vais cliquer sur le lien de l'Ontario ici. L'Ontario a une loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Puis, c'est une des raisons, dans le fond, qui disent, ben, ici, en Ontario, près d'une personne sur 4 vit avec un handicap. Cela représente plus de 2,6 millions d'Ontariens. C'est quand même beaucoup de gens que vous bloqueriez si vous ne faites pas votre site en fonction des inclure. Gardez en tête que l'accessibilité, c'est quelque chose de continu. Vous aurez jamais atteint la cible. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, mais il y a une limite au temps qu'on peut mettre. Et puis ça change tout le temps aussi. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui existent dans le web qui font en sorte qu'on peut rendre notre site accessible. Par exemple, votre site a été fait il y a 5 ans. Là, il faut le mettre à jour. Il y a des nouvelles choses qui ont été créées depuis les 5 dernières années. Puis vous pourriez l'ajuster votre site en fonction de ça pour augmenter l'accessibilité. Il y a une autre raison pour laquelle on voudrait faire ça, mais il y a un cadre légal. Nous, au Québec, ce n'est pas obligatoire de rendre nos sites accessibles. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Desjardins ici. Oups, mon lien n'est pas correct. Juste aller
Donc, le lien est en bas de la page. Ils ont dû changer le tout. Lien accessibilité. Puis absolument, sur votre site, vous devriez avoir un lien accessibilité pour dire qu'est-ce que vous faites en termes d'accessibilité. Ici, accessibilité des sites Internet et mobiles, c'est ce qui nous intéresse. Mais on voit ici accessibilité des installations parce que Desjardins ont des bureaux. J'ouvre ça ici. Ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils font avec, c'est quoi, avec quel outil ils testent leur site. Vous avez JAWS, NVDA, VoiceOver sur iOS. C'est qu'eux, en fait, ils disent, dans le fond, je confirme qu'on a fait nos tests sur ça ici. On supporte le WCAG 2.0. On va parler de qu'est-ce que c'est plus tard. Ici. Avec différents éléments d'entête, balise, structurants. C'est des choses que vous avez vues en intégration 1. Avec différents aspects. C'est possible d'agrandir ou réduire la taille du texte. La marche à suivre sur les différents navigateurs. Ça ici, ça c'est des outils qu'on va discuter tout à l'heure aussi. C'est juste pour vous dire, dans le fond, il y a une page qui est créée pour l'accessibilité. Si je regarde sur la SAC, même chose aussi, dans la situation normes et outils utilisés pour la validation de l'accessibilité. On utilise HTML5, c'est ce qu'on fait aussi. On voit qu'ici, c'est WCAG 2.0, le niveau AA. On va en parler plus tard. Rapport de l'outil de validation Wave, c'est un outil que j'utilise aussi. Logiciel d'assistance vocale NVDA. C'est avec ces choses-là qu'ils testent leur application. C'est qu'il y a quelqu'un chez eux qui font les tests à la fin, dans le fond, probablement tout au courant du projet, pour s'assurer que le site est accessible. Au Canada, il commence à avoir des normes sur l'accessibilité des sites web, mais vous voyez date d'entrée en vigueur, excusez-moi, le 1er août 2011. L'application, mais ça ne couvre pas, dans le fond, tous les sites au complet, mais c'est surtout les sites du gouvernement ici. Vous pourrez le lire. Ce n'est pas une belle lecture, mais si ça vous intéresse d'approfondir le sujet de l'accessibilité. Je vais fermer ça ici. Et en Ontario, c'est obligatoire pour à compter du 1er janvier 2021, exige que vous rendiez accessibles tous les sites web publics si vous êtes d'un organisme désigné du secteur public ou une entreprise privée sans but lucratif qui a 50 employés ou plus. Ça, c'est pour les sites ontariens. Et il y a un croisement qui est fait avec le SEO. Par exemple, quand vous mettez, pourquoi on veut faire de l'accessibilité, quand vous mettez la transcription d'une vidéo dans votre page, là, vous venez de rajouter du contenu à votre page automatiquement. Google puis le Bing, je ne suis pas sûr qu'ils vont écouter la vidéo avec les crawlers, les robots qui vérifient votre site. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller lire la vidéo, regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et vous faire, dans le fond, placer votre site en fonction de ce qu'il y a dans la vidéo. Mais alors que du contenu, du texte, c'est très facile pour un engin de recherche de le lire. Même chose pour les textes alternatifs sur des images. Même chose pour n'importe quel contenu que vous allez rajouter, que c'est pour aider les personnes en situation de handicap, mais ça va aider votre SEO aussi. Il y a un croisement avec l'utilisabilité. Quand vous faites certaines choses, dans le fond, sur votre site, mais ça peut aider aussi d'autres personnes à l'utiliser plus facilement. Un exemple, c'est quand vous naviguez dans un formulaire, vous pouvez faire Tab pour aller au champ suivant. Je suis en train de fermer ici. Mais si vous avez mal fait votre formulaire, mais quand je vais faire Tab, ça n'ira pas au champ suivant. Je peux vous montrer un exemple, un contre-exemple. C'est le formulaire de la suppléance du Cégep Garneau. Quand je rentre dans les informations, je fais ça ici, je fais Tab, OK, numéro du cours, je fais Tab, mais je me serais attendu à ce que ça va tomber dans le 2A pour les heures. Mais non, ça s'en va à l'autre période. Je remplis ça, je remplis ça. On voit que c'est pas pratique parce que quand je vais vouloir le remplir, je ne sais pas à quel moment je vais être dans le 2A.
Comme je n'ai pas pu y aller, c'est que je dois prendre la souris et aller cliquer ici pour le saisir. Puis après ça, ça fonctionne. Ça, c'est un formulaire PDF, mais c'est la même chose en formulaire web. Vous devez vous assurer que quand je fais Tab, je m'en vais au champ suivant. Même chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu certains sites web, que vous remplissez un formulaire, puis des fois, il change automatiquement pour vous de champ. Mais des fois, c'est pas ça que je veux. Par exemple, vous mettez votre numéro de téléphone, le 418, puis dès que le 418 est fait, mais il s'en va, dans le fond, dans un autre champ qui est pour les 3 autres chiffres de mon numéro de téléphone. Là, si je me suis trompé, puis c'était pas 418, je vais vouloir faire, dans le fond, au lieu de faire tab comme ça, je vais revenir vers l'arrière, je vais faire Shift Tab. En faisant Shift Tab, ça va me retourner dans la case du 418. Il va détecter qu'il est déjà rempli, c'est qu'il va me remettre dans la case suivante. Ça, c'est un problème que j'ai déjà vu dans le passé. Puis, je n'étais pas en situation de handicap, je voulais juste remplir mon formulaire comme du monde sans utiliser la souris. Il y a un aspect aussi éthique à l'importance de faire de l'accessibilité. On veut inclure les gens, on est dans une société de plus en plus ouverte, puis dans le fond, on veut que tout le monde participe. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient laissés derrière. C'est qu'il y a une raison à ce niveau-là. On essaie d'inclure le plus possible les gens. Et ce que je mets ici, dans le fond, c'est penser à futur vous. Un jour, vous allez être probablement en situation de handicap, soit à cause de l'âge, ou soit vous vous cassez un bras, ou soit il se passe quelque chose, vous avez oublié vos lunettes cette journée-là. Il faut être capable d'agrandir les caractères, par exemple. Différentes normes WCAG ici. Il y a la 2.0 qui est en français. La 2.1 n'est pas encore traduite en français. Mais il n'y a pas beaucoup de modifications entre les deux. Je les ai mis les deux liens quand même. Pourquoi il veut? OK. Alors là, ça, c'est un document qui est très long et verbeux. On ne le regardera pas ensemble. Mais si vous travaillez dans une équipe et que votre rôle, c'est de l'accessibilité, ça va être important. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de points ici. Contenu non textuel. Tout contenu non textuel présenté à l'utilisateur a un équivalent textuel qui remplit une fonction équivalente, sauf dans les situations énumérées ci-dessus. Donc là, ça, c'est de niveau A. Tout à l'heure, on a vu que la SAC, la SAQ, eux sont de niveau 2A. Niveau 2A, c'est au-dessus du niveau A, puis il y a le niveau 3A aussi. Si je veux être au niveau 2A, je dois faire tout ce qui est au niveau A et tout ce qui est au niveau 2A. Même chose, si je suis au niveau 3A, il faut que je fasse tout ce qui est au niveau A, tout ce qui est au niveau 2A. Mais c'est difficile. Ce cas-ci, si contenu non textuel, tout contenu, ça se fait quand même pas si pire. Je pense que c'est pas nécessairement quelque chose de difficile. C'est pour ça que c'est niveau A aussi. Chercher 3A. C'est langue des signes préenregistrée. Fournir une interprétation en langue des signes pour tout contenu audio préenregistré sous forme de médias synchronisés. On s'entend que là, l'effort est beaucoup plus grand pour le faire. Ça, c'est la norme qu'on va suivre dans le cours. Du moins, je me suis basé dessus pour les différentes choses qu'on va faire au niveau de l'accessibilité. A2, A3A, puis c'est ce que je disais. C'est organisé en 4 grands principes. Ce qui est sur votre site doit être perceptible. Perceptible, dans le fond, je dois être capable de le percevoir soit avec mes yeux ou soit d'une autre façon. Par exemple, avec Louis. Il doit être utilisable. Ça fait du sens. On veut être capable d'utiliser l'application facilement. Compréhensible, c'est pour y aller avec les handicaps cognitifs. On essaie d'être le plus compréhensible possible. Et robuste, ça ne plante pas partout. Avec perceptible, vous avez différents exemples, dans le fond, qui vont être liés à cette cible-là, ce critère-là, dans le fond. Alternative au texte, permettre de changer la taille des caractères, permettre le braille, les symboles, la voix, le langage plus simple. Comme je disais, surtout l'exemple classique, c'est, par exemple, alternative aux médias et vidéos,
médias vidéo et audio, les transcriptions, les sous-titres. L'utilisation du site doit être disponible pour tous les utilisateurs, peu importe la manière avec laquelle ils interagissent avec l'interface utilisateur. Moi, j'utilise beaucoup de clavier. Comme je vous dis, je suis pas en situation d'handicap à ce niveau-là. C'est vraiment parce que je trouve ça efficient. Mais il y a peut-être des gens qui sont obligés d'utiliser le clavier pour X raisons. Peut-être que il n'y a pas de souris puis leur trackpad sur leur PC ne fonctionne pas. Ça pourrait être autre chose aussi. Il y a différentes façons de communiquer avec le site. Un téléphone cellulaire, par exemple, c'est pas pareil que l'ordinateur que j'utilise en ce moment. Compréhensible, les utilisateurs doivent comprendre autant l'information que les opérations liées à l'interface utilisateur. Habituellement, ça se fait quand même bien, mais on va faire des tests auprès des utilisateurs pour voir est-ce qu'ils comprennent c'est quoi les manipulations qu'ils doivent faire. Votre site doit être fonctionnel sur les différentes plateformes présentes et futures. Futur, c'est juste un objectif. C'est pas évident. Il y a 20 ans, quand on a commencé à créer des sites web, il y a personne qui pensait qu'il allait avoir des téléphones intelligents et que l'interface serait différente. C'est juste qu'on essaie, en respectant le WCAG, mais souvent, il va avoir un impact sur le support des versions futures, parce que les versions futures vont être développées en considérant aussi ces normes-là. Il y a d'autres normes. Au Québec, il y a celle-là ici. Je vais vous montrer. Comme ça ici. Quel est le standard en matière d'accessibilité? Il y a un standard. Si vous faites un site au gouvernement du Québec, mais vous devez respecter le standard qui est ici, le standard sur l'accessibilité des sites web. Il a changé, c'est la version 2.0. Maintenant, il se base vraiment beaucoup sur le WCAG, ce qu'on vient de voir en fait. Je descends un petit peu, j'agrandis. Toute page web ayant un contenu audio préenregistré doit se conformer à l'une des deux exigences de conformité des WCAG 2.0. Le niveau A, puis là, vous avez le point 1.2.2. On chercherait 1.2.2, je l'ai ici. OK, il faut que je respecte ça. Avant ça, le gouvernement, il avait vraiment fait leurs propres normes. Là, ils se sont collés sur ce qui était fait ailleurs. Alors là, si vous ne travaillez pas pour le gouvernement, sur des sites gouvernementaux au Québec, vous avez moins besoin de ça. Mais si c'est le cas, vous devez respecter cette norme-là. Aux États-Unis, il y a la section 508. En anglais, parce que c'est en anglais, c'est aux États-Unis seulement. Si vous respectez WCAG 2.1 AA, automatiquement, vous respectez la 508. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est nos voisins. Ça se peut très bien que vous ayez des sites qui vont être accessibles ou vous avez des clients aux États-Unis. Peut-être que vous voulez les supporter. Il va y avoir des impacts sur le design de nos sites web. C'est normal parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer. Les couleurs choisies, ça va être très important. Le contraste. Je l'ai noté à certains étudiants dans le travail 1. Le contraste doit être assez fort pour voir le texte. Par exemple, si vous avez du texte gris foncé sur un fond noir, même si c'est beau, ça ne sera pas lisible. Puis les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont de la misère avec les contrastes, ils ne le verront pas bien. Apparition d'items à l'écran, pour l'instant, on n'en fait pas. Notre site n'est pas interactif. Mais dans le travail 3, il va en avoir. Il va falloir garder ça en tête. Quand je fais apparaître des choses à l'écran, mais comment la personne non-voyante fait pour savoir qu'il y a quelque chose qui est apparu à l'écran? Chaque élément de formulaire doit avoir une étiquette associée. Ça, c'est des choses du cours intégration 1. Vous l'avez déjà vu. Des liens descriptifs. Pas de cliquer ici. Cliquer ici, c'est pas bon pour deux raisons. Parce que les gens non-voyants qui se promènent, on va voir quelques outils, là, mais les gens non-voyants qui se promènent sur votre site, ils n'auront pas nécessairement tout le contexte. Ils n'auront pas ce qui se passe avant le lien puis après le lien. Ils vont naviguer d'un lien à l'autre, puis ils vont entendre c'est quoi le message du lien. Ce qu'on veut plus, mais c'est où que ça s'en va, cette affaire. Deuxième raison, Google, il met un poids par rapport à Google, Bing et compagnie. Il met un poids par rapport aux mots qui sont là, puis il va
le lier à la cible. Par exemple, si c'est marqué assurance auto ici, puis je clique sur ce lien-là, puis ça va sur un site d'assurance auto. Mais Google va détecter que, OK, il y a un lien sortant de ce site-là qui pointe vers un autre site. Donc, il va donner pas des points bonus, mais il va calculer ça dans son calcul. Il va dire, mais si les gens cherchent assurance auto, mais ce site-là, le site auquel, quand je clique dessus, je me rends, mais ça veut dire que ça a rapport avec l'assurance auto. Et dépendant du site que je suis en train de créer, dépendant de mon PageRank, dans le fond, PageRank qui est l'algorithme de Google pour dire quel site est important, quel site est bien fait au niveau du contenu. Mais il va dire, ben, mon site, le site philippefleury.com pointe sur desjardins.com. Le site philippefleury.com, je lui fais confiance, puis il a décidé que de mettre assurance auto dans son lien qui pointe vers desjardins.com. Donc, desjardins.com, ça a l'air d'être fiable, c'est lié à assurance auto. Si quelqu'un cherche assurance auto, mais je vais lui donner un petit avantage à ce niveau. Vous ne contrôlez pas les sites, les liens qui pointent vers vous, mais souvent, il faut discuter avec les gens. On va voir qu'il y a plein d'outils qu'on peut avoir pour aller avoir les liens entrants vers notre site. Et on va écrire à la personne qui fait un lien entrant, puis on va dire, mais j'aimerais ça que tu changes ton libellé pour telle chose. Ça va avoir un impact sur votre SEO. L'utilisation judicieuse des tags HTML. C'est très difficile à détecter avec des outils. J'ai une question, par exemple, c'est quoi la différence entre article et section? Que vous mettez un ou l'autre, c'est vraiment plus le développeur qui va arriver et dire, moi, ça aurait peut-être été plus une section qui était là parce que c'est une section du document. Un article, c'est supposé de vivre indépendamment du reste du site. Ça pourrait être extrait puis le mettre ailleurs, puis ça devient, il pourrait vivre à part. Alors que la section, elle a besoin seulement d'autres sections pour faire du sens. Mais ça, il n'y aura pas d'outils. En tout cas, du moins, il n'y a pas d'outils assez intelligents pour l'instant pour détecter que ça aurait dû être un article au lieu d'une section. Les outils vont juste détecter, ben, tu ne devrais pas avoir une balise article dans un span, par exemple. Je ne sais pas si c'est possible. Ici, le contenu non textuel, si on a du contenu non textuel, mais il faut faire un plan B. Ici, chaque élément du formulaire doit avoir une étiquette associée. J'ai un petit astérix. S'il n'y a pas d'étiquette associée, il doit avoir du texte caché expliquant la raison du champ. Ça va être soit du texte caché ou soit autre chose qu'on va voir dans le futur. Il y en a qui me l'ont fait au travail 1. Je n'ai pas enlevé de point, mais ils n'ont pas mis de libellé, puis ils ont mis, au lieu d'avoir un libellé, ils ont mis le placeholder dans le input, dans la balise input. Ils ont mis le placeholder comme de quoi c'était comme un libellé dans le fond. Dans le champ, on voyait, c'est écrit nom ou entrez votre nom, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas une bonne solution. On va voir qu'il y a d'autres solutions ici. Oups, je pensais. Différents éléments qui sont plus du cours précédent au nôtre. Les éléments doivent avoir des balises d'ouverture et de fermeture. Encore là, dans le travail 1, j'en ai vu plusieurs qui avaient soit qui ouvraient 2 fois la même balise. C'est des erreurs, probablement d'intention. Mais moi, je revérifie le HTML. Je le passe dans un outil qui dit si le HTML est bon ou pas. Aucun attribut dupliqué. Vous ne devriez pas avoir classe égale quelque chose, classe égale quelque chose. Ça, c'est pas bon. Les ID sont uniques. Ça, on le sait. De toute façon, ça va vous causer des problèmes si vous voulez mettre du style sur ces ID-là. Ça, c'est pas être unique. Si vous voulez mettre du JavaScript sur manipuler les éléments, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils sont uniques aussi. Je pense qu'il prend le premier dans un cas comme ça. Les éléments HTML sont inclus aux endroits où le permet la spécification. Je ne suis pas le maître de la spécification. Si vous voulez vraiment devenir bon, mais je pense que ça vaut la peine d'aller la lire, la spécification, ou de la consulter un petit peu pour savoir comment c'est structuré, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre où. Par exemple, il y a des gens qui ont mis des TR, Table Row. Non, ils ont mis des TD, Table Data, puis il n'y avait pas de Table Row qui était associé. Ça ne fonctionnait pas. C'est pas possible. Le document respecte la norme déclaration doctype.
Ici, nous, ça va être HTML. Dans le fond, c'est du HTML5 qu'on fait. On contient un attribut langue pour la langue. Pourquoi? Mais on ne veut pas avoir de... encore là, Google, il va se baser là-dessus pour savoir quelle langue du contenu. Du moins, c'est un des paramètres. Puis aussi, il y a les lecteurs d'écran, mais on ne veut pas nécessairement qu'ils lisent notre site comme si c'était de l'anglais alors que c'est du français. Là, ça va faire bizarre. Comporter des balises utilisées aux fins auxquelles elles ont été créées. Encore là, ça dans le travail 1, il y a des gens qui n'ont pas fait attention à ça. Si c'est marqué quote, mais je suis supposé être une citation qui est à l'intérieur. C'est pas arrivé dans le travail, mais ce qui est arrivé dans le travail, c'est des H1 qui étaient utilisés pour styliser des éléments. On veut pas ça. On veut vraiment, si c'est un paragraphe, on met un P, puis on va ajouter du style par-dessus d'une autre façon. On n'utilise pas le H1, H2, H3 pour agrandir le texte. Encore quelques petits rappels. Organiser tout menu de navigation répété de page en page selon le même ordre relatif et avec une présentation similaire. Ça, il y a une équipe qui l'a fait pas comme il faut. Peut-être qu'elle pensait, dans le fond, que c'était une bonne idée de changer l'ordre du menu d'une page à l'autre. Dans le fond, tu as toujours la page courante, on le remet en... Je vais te montrer ici un exemple. Soit un menu... Ici. C'est que j'ai un menu, puis si disons que je suis sur la page art et culture, mais dans la page art et culture, mais art et culture arrivait en premier. Comme pour toujours, la page courante était toujours en haut. C'est que l'ordre changeait. C'est pas bon parce que les gens, on s'attend à ce que d'une page à l'autre, ce soit la même chose, puis on s'habitue à utiliser un site web. Alors que là, si ça change tout le temps, mais d'une page à l'autre, il va falloir que je relise comme il faut tout le menu pour savoir si je suis rendu où, là, où est-ce qu'il est. Gardez ça en tête. Je dis seulement une équipe qui le fait. On garde le menu dans le même ordre. Ça diminue la charge cognitive, en fait. Nommer uniformément toute fonctionnalité utilisée de page en page. Si vous parlez de courriel, mais vous parlez de courriel, adresse mail, email, tu choisissez-en un, puis restez avec. Si vous changez tout le temps, dans le fond, de sens pour une même fonctionnalité a plusieurs noms, vous allez avoir de la difficulté à vous entendre dans l'équipe, d'avoir les mêmes mots pour les mêmes choses, mais les utilisateurs aussi peuvent être confus. L'indication de tout en-tête de section, avec H2, des H3, des sections, au moins un en-tête de section de premier niveau qui reflète la nature ou la fonction du contenu de la page. Les gens qui sont non-voyants vont utiliser beaucoup les H1, H2, H3 pour se promener dans votre site. Dans une autre capsule, je vais montrer les outils. Mais si vos H1 ne sont pas dans le bon ordre ou que le contenu n'est pas bon dans les balises, ça va ralentir la progression des gens. Toute image non décorative, Alt, on l'a déjà vu. Toute image décorative, Alt, guillemets. Ou arrière-plan CSS, c'est une possibilité aussi. C'est préférable parce que c'est une balise qui ne sera tout simplement pas là dans le site. Les différents outils, je vais faire une autre capsule pour les couvrir. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je reviens là-dessus plus tard.